Et bonjour tout le monde, bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde, salut Enzo. Comment vas-tu? Ça va bien? Ouais, très bien. Ravi d'être avec toi. Ben moi aussi, c'est un plaisir. Écoute, c'est un plaisir. Enfin, on se retrouve dans un nouveau live, cette fois-ci sous les couleurs de Klein Campus. Cette fois-ci, c'est nous qui t'accueillons en notaire. Donc, bienvenue sur notre live. Yes, merci beaucoup. Du coup, bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde. Merci d'être si nombreux. Hop, bonjour tout le monde, bonjour Yacine. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints.
Donc écoutez, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, très heureux d'accueillir Benjamin pour cette première collaboration entre Clanic Campus, mais aussi mais aussi Benjamin. Donc aujourd'hui, on va encore parler de notre sujet favori, on va parler de Power BI. Donc on espère qu'on va pouvoir vous donner de nouveaux éléments pour toujours aller plus loin avec l'outil et vous donner du coup les belles nouveautés, les petites pépites qui sont sorties entre mars et avril. On a été très gâtés. Le Père Noël est arrivé bien en avance cette année. Donc, on va pouvoir traiter ça aujourd'hui. Bonjour Alexis. Bonjour Afida. Un plaisir de tous vous voir. Super. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin, mais je pense qu'on peut commencer, rentrer dans le vif du sujet. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Allez, c'est parti. Hop. Je vais vous partager mon écran et la slide de présentation et on va pouvoir y aller. Allez, super. Tac. Allez, bon, vous l'avez vu, on a essayé d'améliorer la qualité, on s'est inspiré énormément de Benjamin, on a essayé d'améliorer la qualité de nos lives avec Clanic et Campus, donc désolé si c'est pas super fluide dans les transitions et d'un côté régie, mais on se fait du coup un nouvel outil pour proposer un live de meilleur contenu. Du coup, aujourd'hui, vous êtes toutes et tous inscrits à un live qui va parler de comment transformer sa business intelligence en or, et surtout comment, du coup, les nouveautés de Power BI peuvent vraiment vous donner de nouveaux éléments pour aller toujours plus loin avec l'outil. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je suis accompagné de Benjamin. La plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais peut-être que certaines de chez Clanic ou de Campus ou des personnes que j'ai pu former ne le connaissent pas. Donc Benjamin, je te propose, si tu veux, de te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, écoute, rapidement, je m'appelle Benjamin Eisenberg, j'habite au Canada, je suis français et mon métier, c'est d'accompagner les organisations dans le déploiement de Power BI et ça passe évidemment par beaucoup de formations. Et donc, j'ai formé des centaines et des centaines de personnes sur la Power Platform et notamment évidemment sur Power BI qui va être notre sujet aujourd'hui. Comme Enzo, je suis très actif sur LinkedIn, donc je partage régulièrement du contenu sur la thématique qu'on va voir aujourd'hui qui est Power BI. Et donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et merci encore Enzo pour l'invitation. Avec plaisir et vraiment, voilà, bon. Je pense que la plupart des personnes qui sont là suivent déjà Benjamin, mais pour celles et ceux qui ne le suivent pas encore, n'hésitez pas à le suivre. Il a déjà fait plein de petits posts par-ci, par-là sur les nouveautés qu'on va voir aujourd'hui, qui seront du coup en complément de ce que nous, on va pouvoir vous montrer et vous démontrer du coup en live. Donc, n'hésitez pas à le suivre et à consommer son contenu qui est bien sûr de très, très bonne qualité. Du coup, merci Benjamin pour ta petite présentation. Du coup, moi aussi, je vais me présenter rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, moi, je suis Enzo Rido. Donc, aujourd'hui, j'interviens sous la double casquette de Clanic et Campus. Donc, pour Clanic, je suis tout simplement Practice Leader Data. Donc, je suis responsable de l'offre data aujourd'hui qu'on porte auprès de nos clients et auprès de nos consultants aussi. Et pour Campus Training, du coup, je suis formateur et coach sur les mêmes sujets data, bien évidemment. Comme Benjamin, j'essaye d'être actif et de proposer aussi du contenu de qualité sur LinkedIn, sur différents sujets. Je m'oriente quand même pas mal sur du Power BI, mais j'essaye aussi de traiter un peu tous les sujets qui tournent autour de la data. Donc, quand on parlera bien évidemment de data science, big data et de BI. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ce live grâce à Clanic et Campus. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Clanic ou Campus, donc Clanic, on est tout simplement une ESN qui est originaire de Marseille. Donc, on a été créé dans la cité phocéenne il y a un peu plus de 10 ans maintenant, fondée par Johan Gage. Aujourd'hui, la société, depuis 11 ans, a bien grandi. On compte un peu plus de 700 collaborateurs. Aujourd'hui, donc plus de 600 consultants, largement plus de 600 consultants. On est implémenté dans le monde entier, principalement en France, mais on commence du coup à s'expatrier à l'étranger, à Miami, à Montréal, du coup proche de Benjamin, à Dubaï aussi. Voilà, on est aussi pas mal implémenté en Europe et aujourd'hui Clanic, donc une ESN qui se veut entre guillemets classique dans l'offre qu'on propose, l'offre commerciale, sachant qu'aujourd'hui nos pôles d'expertise vont s'aligner autour du DevOps, du cloud, de la cybersécurité, de la GGT, du software et bien évidemment de la data dont je suis le practice leader. Voilà. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas que sous les couleurs de Clanic aujourd'hui qu'on peut se rencontrer. On est aussi sous les couleurs de Campus,
qui est tout simplement la filiale de formation de Clanic. Donc, Clanic étant la maison mère, Campus Training est tout simplement la filiale de formation de Clanic qui est dédiée à la formation sur les mêmes sujets aujourd'hui qu'on porte en prestation chez nos clients, mais plus. Donc, on ne fait pas que du DevOps, pas que du cloud, pas que de la data. On va parfois même un peu plus loin dans les formations qu'on peut proposer que ce qu'on propose chez Clanic aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir proposer une offre complète à nos clients sur de la prestation au travers de Clanic et aussi, du coup, sur la formation et de l'accompagnement au travers de Campus Training. Donc, de la même manière, je vous invite à suivre ces deux pages, ces deux sociétés sur les réseaux. Si vous êtes ouvert aux opportunités, on est en recherche permanente de nouveaux talents. Donc, n'hésitez pas à postuler, à nous rejoindre. On sera ravis de pouvoir vous recruter. Super. Donc, Benjamin, une fois les présentations terminées, je pense qu'on peut passer au vif du sujet. On est là pour ça. On n'est pas là pour se présenter toute la journée. Donc, aujourd'hui, le live va s'organiser de manière assez simple. On va faire une petite présentation des nouveautés. On va débattre des nouveautés qui sont sorties. On va vraiment axer la présentation autour de 5 grandes nouveautés que Microsoft peut nous proposer dans Power BI. Et une fois qu'on aura déroulé cette partie-là théorie, on passera côté pratique pour voir qu'est-ce que ça rend concrètement sur Power BI, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les limites, sachant que tout ce qu'on va vous montrer, c'est quasiment et seulement qu'en pré-version. Donc, c'est une option que vous devez cocher en plus, vous, sur Power BI Desktop pour accéder à la nouveauté. Ce n'est pas quelque chose qui est encore imposé. Et une fois qu'on fera la démonstration, on passera aux questions-réponses. De la même manière, le live se veut aussi un peu interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions. Benjamin ou moi, on surveille assez régulièrement le chat. Donc, s'il y a des questions, on les mettra en avant et on y répondra. Donc, n'hésitez vraiment pas s'il y a des choses que vous souhaitez un peu plus approfondir. Voilà. Avant d'aller plus loin, donc les nouveautés, quelles sont les nouveautés de ce mois de mars et d'avril? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Power BI, on a la chance d'avoir des nouveautés mensuelles. Donc, tous les mois, on a des nouveautés, des correctifs qui sont appliqués sur l'outil, qui nous sont proposés. Donc, de ce fait, le contenu est très riche mensuellement. Et on a voulu savoir, du coup, avec Benjamin, est-ce que c'est quelque chose que vous suivez régulièrement? Est-ce que mensuellement, vous suivez toutes les nouveautés? Est-ce que vous posez la question ou pas de suivre ces nouveautés? Donc, on fait un petit sondage, donc entre 1 et 5. 1 étant, je ne m'intéresse pas du tout aux nouveautés et j'y prête pas du tout attention. 5 étant, du coup, si vous êtes vraiment très intéressé par les nouveautés, que vous êtes un maître Jedi de ce sujet, que vous suivez ça assidûment. Donc, dites-nous un peu dans le chat, entre 1 et 5, est-ce que vous suivez ou pas ces dernières nouveautés pour savoir à quel point on a un public averti ou non dans l'Assemblée. On va vous laisser voter, sachant qu'on n'a pas on a les résultats avec un tout petit délai, mais ça va être intéressant d'avoir cette information-là. Puis on va adapter aussi notre discours peut-être. Ok, donc je vois Moussa 3. Donc, ok, Moussa qui peut s'y intéresser, mais qui n'a peut-être pas le temps de rentrer vraiment dans le détail. Laurent aussi, on a un 3. Super. On a Magali qui est une maître Jedi des nouveautés. Au top. Très bien. Nejma, pareil, un 3. Après, c'est vrai que quand il y a plein d'outils qu'on utilise, donc c'est difficile d'être. Nous, c'est sûr que Power BI, c'est un de nos outils principaux, mais j'imagine pour la plupart, c'est difficile de suivre. Oui, exactement. Puis voilà, faut aussi avoir le temps, il faut aussi fouiller sur les différents blogs que propose Microsoft. En plus, très souvent, ces blogs ne sont qu'en anglais. Donc, si on n'est pas forcément à l'aise avec l'anglais, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à comprendre, à interpréter les nouveautés. On a la chance d'avoir des personnes comme toi qui sont à l'affût de toutes ces nouveautés et qui communiquent dessus. Mais c'est vrai que ça ne va pas être évident tout le temps de s'y tenir. Ok, super. Bon, c'est bien. On va dire on n'a pas de 1. Ouais, c'est plutôt autour de 3. Donc, c'est-à-dire quand même les gens sont intéressés. D'ailleurs, sinon, ils ne seraient pas là. Oui, exactement. Ok, au top. Bon, super. Donc, c'est très bien déjà. Je trouve que c'est une bonne philosophie d'essayer d'être assez rigoureux sur ces nouveautés-là, d'être à l'affût des nouveautés, être quand même le plus à jour. Parce que vous le verrez, il y a quand même des choses qui parfois ont un gros impact sur la manière dont on peut appréhender Power BI et la manière dont on peut vraiment interpréter l'outil et l'utiliser. Donc, c'est très bien. Nous, c'est quelque chose, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer d'inculquer, pas être non plus
hyper précis sur les nouveautés en permanence, mais quand même d'avoir cette notion-là de je fais attention à ce qu'on nous propose, je fais attention aux nouveautés pour être quand même le plus à jour possible avec l'outil. Ouais, c'est ça. En fait, rester en veille sur tout ce qui va arriver parce qu'il y a des choses qu'on va vous présenter qui en fait sont en pré-version. Donc ça veut dire qu'ils sont plutôt là pour que Microsoft voit un peu qu'est-ce que ça donne, comment c'est perçu, comment c'est utilisé par la communauté. Mais ça vous donne une très bonne idée de vers où se dirige Power BI en tant que solution. Puis comme a dit Enzo, ça évolue tellement vite Power BI au fil des mois. Et donc c'est super intéressant pour nous. Super. Bon, mais je pense qu'on va pouvoir du coup avancer. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet et traiter du coup de la première nouveauté qui a fait beaucoup de bruit, je trouve, qui est le fameux On-Object Interaction Level. Donc, c'est un nouveau nom, un peu sorti de nulle part que Microsoft nous propose. Alors, vous verrez, c'est quelque chose qui est déjà mis en place dans d'autres outils, mais c'est quelque chose qu'a sorti Microsoft qui se veut un peu révolutionnaire selon moi. Je ne sais pas comment toi tu le perçois. Comment tu le perçois, Benjamin? Mais pour moi, c'est un nouvel outil presque qu'on nous met à disposition dans les mains pour mettre en forme nos rapports. Et c'est quelque chose qui m'a un peu surpris presque parce que ça modifie tellement l'interface graphique de Power BI que ça peut, nous, en tant que formateurs typiquement, avoir un impact sur la manière dont on va accompagner nos clients justement sur cette formation-là. Ouais, absolument. Bon, déjà, c'est vraiment, il faut absolument que vous la testiez, cette nouveauté, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Je trouve que ça simplifie énormément la création de graphiques. Alors, c'est pas totalement au point. Il y a des petites choses qui sont un petit peu irritantes, je trouve. Mais globalement, c'est une super idée. Ça va vraiment nous rapprocher, par exemple, ce qu'on fait dans Excel. Ça ressemble, je trouve, beaucoup à ce qu'on fait dans Excel. Et ça simplifie énormément. On va vous montrer pourquoi. La navigation. Parce que justement, avant que ça ah bah vas-y, je te laisse faire la démo peut-être d'abord. Non, vas-y, t'inquiète, j'avance au fur et à mesure parce qu'après on fera la démo en live, donc je te laisse du coup avancer. Vas-y. Ouais, donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça simplifie déjà l'insertion d'un graphique. Tout va se passer autour du graphique. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que je dis que ça ressemble à Excel. C'est-à-dire qu'on va insérer un graphique et ensuite, on va moins être dans le panneau à droite, même si ça continue d'être dans le panneau à droite que ça se passe. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire directement sur le graphique. Donc, exemple, on va pouvoir je sais pas, modifier le titre d'un graphique, appuyer sur le petit bouton plus ici. Donc peut-être pour vous montrer déjà avant d'aller sur le bouton plus, un graphique là dans le visuel de Enzo, on voit bien, vous allez pouvoir sélectionner juste à côté du visuel, vous avez un petit panneau qui apparaît et vous faites tout au même endroit. Et donc là, tu avais fait quoi? Tu avais fait country, tu avais fait chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout saisir au même endroit. En tout cas, les démarches de base, on va pouvoir les saisir juste à côté du graphique. Donc, je trouve que ça simplifie, à première vue, ça simplifie énormément l'expérience de l'utilisateur. Exactement. Mais je pense qu'on a tous vécu, pour les personnes qui sont présentes, dites-nous un peu en commentaire, mais je pense qu'on a tous vécu ce moment-là où on veut mettre en forme son graphique, etc. Donc, jusqu'à l'étape de glisser et déposer des valeurs, notre axe d'analyse et nos différents indicateurs. Jusqu'à là, pas trop de difficultés. Mais de lors où on veut modifier le titre de l'axe Y de mon graphique à colonne qui a une courbe et une barre qui évolue, on s'est tous perdus dans le panel de visu qui était à droite initialement, avec les différentes options, les options du visuel, les options générales. On ne sait pas dans quel menu ou sous-menu aller, dans quelle option de l'option du sous-menu. On a tous vécu ça, de se perdre dans les différentes options. Et c'est vrai que cette notion-là de on-object interaction, c'est vraiment de se dire, je présélectionne l'élément dans mon graphique et je le modifie en direct, ou du moins j'ai accès à l'option pour le modifier en direct. Donc c'est vraiment ça qu'a voulu, selon moi, Microsoft faire, c'est de rendre plus accessible la mise en forme et d'éviter les 25 clics boutons pour accéder à une seule option. Voilà. Hop. Donc, première nouveauté, donc en préversion, comme le disait Benjamin, donc pensez bien à l'activer pour pouvoir y accéder. Alors attention, hein, dès lors où vous cliquez sur l'option, il faut redémarrer Power BI et vous avez du coup toute votre interface qui est remodelée avec cette nouveauté-là. Donc ça peut être un peu perturbant au début, mais voilà, c'est pas quelque chose pour le moment qui est imposé aussi. Il faut savoir, hein, faut pas se dire mince, je sors d'une formation Power BI et tout ce que j'ai appris, du coup je dois le jeter à la poubelle parce que je dois tout réapprendre. Pour le moment, c'est encore en préversion et
je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin, mais je ne pense pas que dès lors où ça sortira en version officielle, je ne pense pas qu'ils imposent cette méthodologie-là tout de suite. Ça demanderait beaucoup trop d'accompagnement, beaucoup trop de reformer les gens sur l'outil pour pouvoir l'imposer comme ça du jour au lendemain. Ouais, en effet. Je pense que c'est pas encore avant plusieurs mois que ça va être généralisé, à mon avis, mais on vous invite fortement à le tester. Et comme a dit Enzo, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez le désactiver, c'est comme vous voulez. Dites-nous, s'il vous plaît, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de cette orientation? Est-ce que vous trouvez que c'est plus un peu comme nous, est-ce que vous pensez que ça va dans la bonne direction? Ou est-ce que ça vous perturbe par rapport à ce que vous aviez avant? C'est sûr, quand on a appris tous les menus, et puis même si on a pris les menus, moi je trouve qu'on peut encore s'y perdre. Enfin, moi-même, parfois, je me dis, c'est où déjà ce truc-là? Parce qu'en plus, pour ceux qui connaissent, il y a 2 onglets sur les visuels. Il y a l'onglet visuel, l'onglet propriété. On peut s'y perdre. Et même nous, je parle pour moi là, parfois, je ne me rappelle plus où est un bouton. Puis là, je trouve que c'est très intéressant. Un autre aspect, c'est que ici, vous allez pouvoir double-cliquer sur le titre, par exemple. Ça va tout de suite vous emmener à l'endroit, à la Je crois qu'on a perdu Benjamin. Ouais, je crois qu'on a perdu Benjamin. Donc, je vais reprendre les joies du live qui... hop. Ah, peut-être Benjamin, tu es revenu? Oui. Ouais. On a une Petit petite interruption, mais on a la chance d'être 2, donc on va pouvoir compenser. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ok. Bon, du coup, j'avance, je continue. Hop. Donc, première nouveauté super intéressante et qu'on vous conseille fortement de tester. Deuxième nouveauté, dans laquelle je ne vais pas trop rentrer en détail parce que pour le coup, sur un PowerPoint, ça ne rend pas super bien. Mais on va voir qu'ils ont modifié l'expérience des infobulles. Donc, ça, pareil, je trouve ça super top. Donc, les infobulles ou tooltips en anglais, c'est vous savez, c'est quand vous passez la souris sur la partie note de vos graphes, sur un graphique à secteur, quand vous passez votre souris sur un des graphiques, enfin un des secteurs justement, vous avez une petite infobulle qui apparaît, qui peut du coup être personnalisée, vous donner une information supplémentaire. À la base, la taille de cette infobulle-là était limitée à, je ne sais plus exactement le nombre de pixels, mais c'est une toute petite fenêtre. Et désormais, du coup, on peut avoir vraiment une infobulle beaucoup plus importante, beaucoup plus grosse, qui s'adapte vraiment à la taille de votre canvas. Et du coup, ça, pareil, on modifie du coup l'expérience infobulle. Et en plus de ça, en plus de la taille de l'infobulle qui peut être du coup personnalisée désormais, on a des infobulles qui sont disponibles sous mobile. Donc, je ne vous montrerai pas malheureusement sous mobile ce qu'il faudrait que je partage avec mon téléphone, etc. C'est un peu trop de logistique. Mais en tout cas, sachez que désormais, les infobulles sont disponibles sous mobile et la taille des infobulles sont personnalisables. Voilà. Donc, super nouveauté, je trouve, encore une fois. Ouais, exact. Hop. Donc voilà, pour l'activer, pensez bien du coup, allez vraiment cocher bien cette option. L'option apparaît en anglais parce qu'ils n'ont pas dû faire encore la traduction en français, mais pensez bien à cocher la petite option qui vous permettra d'accéder à la nouveauté. Autre nouveauté, donc ça, une nouveauté un peu plus technique, on va parler des formats de chaînes de caractères dynamiques pour vos mesures. Donc quand je dis vos mesures, c'est vraiment vos mesures DAX, les mesures que vous allez venir calculer en supplément de votre jeu de données. Auparavant, le format d'une mesure, d'une valeur, elle était statique, elle était figée dans le sens où vous pouvez dire, voilà, ma mesure affichera toujours 2 décimales, ma mesure affichera toujours la currency, la monnaie dollar ou la monnaie euro, peu importe. Désormais, on peut aller beaucoup plus loin dans le format de ces mesures et rendre la mesure du coup dynamique dans son affichage. Donc ça, pareil, je trouve que c'est une fonctionnalité auquel moi, j'ai souvent été confronté, donc une problématique auquel j'ai été confronté et auquel du coup je ne pouvais pas répondre, hormis par des solutions externes, mais désormais c'est possible. Donc pareil, je ne sais pas ce que tu en penses Benjamin, mais je trouve que nouveauté un peu plus technique, mais qui a tout son sens dans la direction que prend Power BI aujourd'hui. Non, tu as bien résumé, c'est hyper fort. C'est hyper fort, puis ça va permettre si vous avez un petit peu de connaissances sur DAX, vous allez pouvoir aussi dynamiser l'affichage des étiquettes, afficher au nom des étiquettes de façon dynamique. Donc ça, on pouvait le faire avec les couleurs, pour ceux qui connaissent, afficher dynamiquement, par exemple, c'est comme mon max. Mais là, on va pouvoir dire, OK, j'affiche une étiquette ou je ne l'affiche pas. Et là, ça ouvre plein de possibilités. Et DataVis, ça vous ouvre plein d'options. Donc, c'est vraiment très, très intéressant également. Ouais, super fort. Super fort, super fort. Et du coup, hop, pour vous montrer ce que disait justement Benjamin, voilà, par exemple, maintenant vous avez un petit menu supplémentaire quand vous allez créer une mesure.
il y a du DAX. Vous allez voir ce petit menu déroulant à gauche qu'on verra tout de suite juste après, qui vous permet de gérer du coup le format, le comportement que vous pouvez spécifier. Donc là, pareil, le comportement, vous pouvez le rendre statique ou dynamique, mais en le rendant dynamique, vous devez faire appel aussi à du DAX, et c'est là où rentre en jeu justement ce format dynamique. Hop, voilà, juste le petit menu qui permet justement de modifier le format de votre mesure. Allez, et dernière nouveauté, qui a fait un peu l'effet d'une bombe selon moi, mais très positive bien sûr, c'est la possibilité de modifier son schéma relationnel, mais en mode web. Donc là, gros big up à tous les utilisateurs de Mac qui doivent générer une VM virtuelle sur leur poste pour pouvoir accéder à Power BI et faire des modifications. Désormais, depuis le service Power BI, vous avez la possibilité, en cochant l'option bien sûr dans l'espace de travail, de modifier votre schéma relationnel. Donc là, on va voir exactement à quoi ça correspond. Mais cette nouveauté-là vous permet tout simplement, depuis le mode web, de modifier des relations dans votre schéma relationnel, mais pas que, d'aller plus loin, d'ajouter dans votre jeu de données, d'ajouter des éléments tels que des colonnes via du DAX ou des mesures via du DAX. Ce qui veut dire que dès lors que vous avez besoin de faire une modification, plus besoin de télécharger le rapport Power BI avec le jeu de données, de faire ces modifs en local sur son poste, puis de republier le tout sur Power BI Services pour avoir les mises à jour. Donc ça, pareil, je trouve que c'est une des nouveautés que moi, en tout cas, j'attendais personnellement. Parce que voilà, un peu le ras-le-bol, toujours de retélécharger le tout pour devoir remodifier, puis republier. On a des problèmes de versionning, etc. Je trouve qu'en termes de nouveautés, là, on pouvait clairement pas faire mieux pour le mois d'avril sur cette fonctionnalité-là. Je trouve que pour le service Power BI, c'est clairement un gros pas en avant pour être sur du full web, typiquement. Ouais, le jour où on est du full web, c'est-à-dire avoir tous les outils dispo en ligne, ça va ça va être super. Je sais pas s'ils se dirigent vraiment vers là, on va voir. Mais ça serait vraiment super parce que et puis, parfois on donne des formations et puis, aussi pour les débutants, tu sais, ils doivent télécharger une application. Je parle pour les débutants là, hein. Ils doivent télécharger une Oui, application desktop, ils comprennent pas trop: «Mais attends, mais je comprends pas, il y a le truc en ligne». Enfin, on explique évidemment, on est c'est là ça. pour ça. Mais si on pouvait avoir une intégration complète ou très, très aboutie, un peu comme Excel, quoi. Excel, on peut quasiment tout faire en ligne. Ça serait vraiment incroyable. Puis, on espère qu'on aura ça bientôt. Complètement, complètement. Moi, voilà, mais en effet, je suis d'accord avec toi parce que on peut vite s'y perdre entre le desktop, le mode web, qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on ne modifie pas, d'avoir un objet en local qui n'a pas d'impact et pas de lien physique avec l'objet qui a du coup en mode web. Donc c'est vrai que des fois, on peut un peu s'y perdre sur comment on modifie, où est-ce qu'on modifie. Puis voilà, même en termes de gain de temps, je trouve que de pouvoir modifier directement son jeu de données sur le mode de Power BI Services, de modifier, de rajouter du DAX, etc., sans pour autant juste tout retélécharger, ou renommer une colonne par exemple, c'est super. C'est clairement super et ça a vraiment une plus-value énormissime pour les utilisateurs et pour les administrateurs, typiquement. Voilà. Bien sûr, tout ça, on va le voir, mais justement en démonstration. Avant de commencer, est-ce que voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, après je passerai à la démonstration, mais qu'est-ce que vous pensez justement de cette tendance-là à aller vers le web? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous êtes des friands de Power BI Desktop et que vous ne voulez absolument pas passer en mode full web, typiquement? Alors je vous rassure de ce que j'ai entendu un peu à droite à gauche, Microsoft ne compte pas pour le moment, et c'est pas près d'arriver, d'abandonner Power BI Desktop. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tente, qui vous donne envie de pouvoir justement jouer avec Power BI, mais seulement en mode web? Moi, personnellement, Benjamin, c'est quelque chose qui pour être un ancien grand fan de SAP et de Web Intelligence, quand on est passé en mode full web avec Webi, qu'on a laissé tomber le client lourd, c'est quelque chose qui m'a vraiment soulagé en termes de je ne peux pas réfléchir à ce que j'ai un poste qui va tourner, est-ce que j'ai assez de puissance, etc. Tout est porté en mode web. Et c'était quand même un soulagement en termes de performance pour moi d'avoir ça sur Google, par exemple. Ouais, clairement. Est-ce que alors moi, j'ai toujours pas testé cette partie-là de la modélisation, la partie modélisation online. Toi, est-ce que tu as testé? C'est quoi Oui, mais tu vas peut-être nous faire une démo juste après d'ailleurs. Mais oui, oui, bah tu oui, du coup, oui, j'ai testé en effet, mais oui, en plus, le ressenti, c'est que c'est super fluide, ça se fait bien. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il y a un petit warning, il y a un petit message qui apparaît quand on fait la modif et qu'on passe en mode préversion. C'est que toutes les modifs que tu effectues sont enregistrées automatiquement et qu'il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Donc, il faut être sûr de ce que l'on fait et d'avoir une version téléchargée en local de secours parce que ça s'enregistre tout de suite à chaque modif. Donc, ça peut être un peu perturbant sur le sujet. De toute façon, je pense que par contre, cette option-là, elle doit être activée au niveau du tenant, enfin au niveau de l'administration, je pense, de Power BI. Donc,
suis pas sûr que tout le monde puisse Non, l'expérimenter en fait dans la exactement. salle. Mm. Exactement. Et très bonne remarque de Yann, justement, qui disait intéressant, mais qu'il faut une gouvernance pour ce self-service côté end-user. En effet, il faut quand même garder la maîtrise de son jeu de données et pas permettre à n'importe qui n'aurait pas la connaissance technique ou fonctionnelle de pouvoir venir modifier un jeu de données et vous faire sauter toutes vos relations de votre beau schéma relationnel qui aurait du coup un impact catastrophique sur l'ensemble des rapports qui s'appuieraient sur ce même jeu de données-là. Une très bonne remarque de Yann qui parle de la gouvernance, en effet. Super. En effet, Yvette qui nous dit que c'est plus pratique. En effet, il y a une question de praticité derrière tout ça. Super. Mais écoute, Benjamin, je pense qu'il est temps de passer à la démonstration. Ça sera le petit teasing juste après pour la surprise. Donc, pour la démonstration, on va tout de suite du coup passer sur Power BI. Donc, j'ai déjà mon petit rapport Power BI qui est ouvert juste ici. Et on va reprendre du coup ensemble les différentes nouveautés qu'on a pu balayer. Tac. Hop. Voilà. Donc, première nouveauté qu'on a pu traiter ensemble, Benjamin, c'était le fameux, comme tu l'as bien introduit, le fameux On-Object Interaction Level. Donc, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui a pour vocation de pouvoir faire des modifications sur vos visuels directement sur l'objet, sans pour autant passer par le panel visualisation. Donc, je pense que vous vous souvenez tous, à droite, initialement, on avait le fameux panel visu qui apparaissait juste ici, qui était un panel, donc là, vous voyez, j'ai le panel format, mais qui était le panel qui permettait de mettre en forme votre canvas, mais aussi de mettre en forme vos visuels dès lors où ils étaient sélectionnés. Donc là, désormais, vous voyez, si je rajoute une nouvelle page, je n'ai plus du tout ce panel visu. Si je veux mettre en forme mon arrière-plan, donc ici, ajouter un papier peint, ajouter l'arrière-plan de mon canvas, il suffit désormais que je fasse tout simplement le petit clic droit juste ici. Et lorsque je fais un clic droit, j'ai deux options. Soit j'ajoute un visuel. Donc là, comme auparavant, je peux du coup ajouter mon visuel à la volée et sélectionner son format et sa taille. Ou si je souhaite mettre en forme mon canvas, donc j'ai juste à cliquer dessus. Et dès lors, j'ai ce petit panel-là format qui apparaît. Donc je retrouve le panel que j'avais initialement, mais c'est un panel du coup qui se veut un peu plus simplifié. Donc pour le canvas, il n'y a pas tant de modifications que ça pour l'arrière-plan. On a toujours un panel qui apparaît ici, où je peux venir changer la couleur, lui spécifier une couleur, une transparence, etc. Tout se fera à ce niveau-là. Pour le canvas, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Je pense que Benjamin, ça peut plus à rajouter à ce niveau-là. Mais voilà, pour le canvas, maintenant, désormais, tout se fait via le petit clic droit ici, mettre en forme, et vous avez le panel qui apparaît. Voilà. Si on veut mettre en forme un visuel cette fois-ci, donc vous voyez que pour ajouter le visuel, j'ai plus le fameux panneau visuel ici qui me permettait de cliquer sur un visuel et de rajouter ce dernier totalement vierge. Soit je fais un clic droit, ajouter un visuel, comme je vous ai montré, soit depuis le menu accueil ici, vous avez le panel visu qui a été déplacé, qui est tout simplement en haut. Vous retrouvez aussi dans l'onglet insérer ce fameux panel visu qui apparaît juste là. Donc si on passe par ce menu, je rajoute un de mes visuels ici, et désormais même la mise en forme est différente. Vous ne pouvez plus, depuis ce panel-là, rajouter des données ou spécifier ou changer le type de l'objet. Tout se fait depuis vraiment votre canvas ici. Donc là, je dois générer de la donnée. Donc moi, là, je peux venir rajouter de l'information depuis mes requêtes que j'ai à disposition juste ici, depuis les données que j'ai à disposition. Donc on peut y rajouter par exemple le pays, et le chiffre d'affaires. Et à la volée, mes données sont construites. De la même manière, je peux tout à fait, par contre, créer mes visuels comme je pouvais le faire avant avec des glisser déposés pour venir les mettre directement et faire glisser directement ici pour que mon graphique se construise automatiquement. C'est ce que je répète à chaque fois. Attention avec les glisser déposés. Ça, je ne sais pas si tu le dis, toi, Benjamin, mais moi, j'aime bien le spécifier. C'est qu'à chaque fois qu'on fait glisser et déposer les objets, c'est Power BI qui décide où est-ce qu'il doit mettre les valeurs. Donc, parfois, il va viser juste, parfois, il va viser faux. C'est lui qui interprète le type de données. Je ne sais pas comment toi, tu sensibilises tes participants à chaque fois sur ça. Ouais, pour les graphiques de base, en fait, ça fonctionne bien. Genre là, le graphique que tu fais, en général, ça marche bien. Mais effectivement, dès que tu as des légendes ou des choses comme ça, ou plusieurs niveaux dans la hiérarchie, là, c'est sûr qu'il va se tromper. Quasiment. Exactement. C'est vrai que même parfois, si le jeu de données n'est pas très bien préparé, que les années, par exemple, ils sont spécifiés avec une agrégation par défaut, il va te mettre ça dans les valeurs, etc. Donc, il faut faire attention. Donc, comme je disais Benjamin tout à l'heure, désormais, pour mettre en forme son visuel, on a la petite option ici, ajouter ou supprimer des éléments visuels. Donc là, je peux masquer mon titre, masquer ma légende,
masquer mes étiquettes détaillées à la volée. Donc, plus besoin de parcourir tous les menus et sous-menus du panel visu. Tout se fait depuis un seul clic. Et si on veut aller plus loin dans sa mise en forme, vous avez l'option plus d'options. Et là, vous voyez, ça vous ouvre le panel format comme on le connaît d'habitude, dans lequel vous retrouvez les options basiques. Sauf que là, au lieu de faire tous les menus et sous-menus pour chercher ou modifier l'information, il vous suffit de faire un double-clic directement sur un élément. Donc là, par exemple, somme de CA par country, si je souhaite le modifier. Modification, hop, en live. J'ai juste à double-cliquer dessus. Ça m'ouvre mon panel titre et je peux le modifier. De la même manière, vous voyez que le panel ici est interactif et réagit en fonction de ce que je vais sélectionner. Ce qui veut dire que si je sélectionne ici, hop, ma légende, je vais avoir directement la légende qui va être sélectionnée. Si je sélectionne un graphique à secteur, une partie de mon graphique, je vais avoir directement le graphique qui va s'ouvrir et qui va pouvoir être modifié. De cette manière-là, vous n'avez plus à chercher dans chacun de vos visuels, vous n'avez plus à modifier chacun de vos éléments et à galérer à chaque fois à trouver la notion. Tout se fait depuis l'interaction sur l'objet. Donc, dès lors que vous sélectionnez un élément, ça vous ouvre la bonne page au bon endroit. Donc, ça, c'est la grande force de cette nouveauté-là, c'est de se dire, OK, j'ai plus aujourd'hui à naviguer dans tous mes menus et sous-menus. Il suffit que je clique sur un élément de mon visuel pour pouvoir le modifier et accéder à cette notion-là. Donc là, vous voyez, par exemple, si je clique sur juste dans le vide de mon visuel, ça m'ouvre directement l'arrière-plan que je peux venir modifier et masquer à la volée. Très bien. D'ailleurs, autre chose moi, qui me plaît beaucoup, c'est ces petits angles qu'ils ont rajoutés que je trouve beaucoup plus pratiques pour agrandir et modifier la taille du visuel. C'est un détail, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on avait au préalable. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez du coup, vous, de cette nouveauté-là? N'hésitez pas en commentaire à mettre à donner votre avis et à spécifier un peu ce que vous pensez de ce comportement-là. Donc, n'hésitez pas vraiment à l'utiliser, à l'appliquer, parce que je pense qu'à terme, ça deviendra quand même la norme de côté Power BI. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut dès à présent travailler, dès à présent utiliser pour pouvoir le maîtriser quand ce sera quelque chose d'officiel. Voilà. Super. Donc, je vois qu'il y a une question de Alpha, typiquement. On y reviendra juste après. Hop, allez. Donc, deuxième nouveauté qu'on peut traiter ensemble tout de suite, ce sont les fameuses infobulles. Donc, les infobulles, comme je vous le disais, ici. Donc, moi, par chance, j'ai repris un rapport qui utilisait des infobulles. Donc, pour vous montrer très simplement, donc là, le rapport que vous voyez à l'écran, je ne vais pas vous le détailler, mais ici, vous voyez typiquement, hop, quand je passe la souris au-dessus de mes différents visuels, c'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs présenté ensemble, Benjamin, j'avais montré un rapport que j'avais montré. Quand vous passez la souris au-dessus de vos éléments, vous voyez qu'on a la fameuse infobulle qui apparaît, qui me donne des éléments supplémentaires sur mon graphique. Désormais, cette taille-là que vous voyez, c'est plus une taille standard. Auparavant, hop, quand on modifiait un graphique, juste ici, hop, quand on modifiait ces infobulles, on pouvait lui spécifier une page ici qui était seulement spécifiée en infobulle, et du moins la taille de cette page-là était limitée au format initial de mon infobulle. Désormais, on peut aller beaucoup plus loin dans ces infobulles-là et modifier leur taille. Donc, par exemple, ici, hop, si je viens sur une de mes pages qui est dédiée aux infobulles, je peux ici, tout simplement, dans les paramètres de mon canvas, personnaliser la taille de mon infobulle pour la passer, par exemple, au format lettre, peu importe, juste ici, ou on va la passer en format beaucoup plus sobre pour éviter que ça prenne trop de place dans l'écran. Hop, donc là, vous voyez, j'ai agrandi la taille de ma page qui s'appelle infobulle Evol Match, juste ici. Si je viens agrandir, hop, les éléments juste là. Donc là, vous voyez que ma page infobulle est beaucoup plus grande qu'une infobulle dite standard qu'on avait au préalable. Et si je reviens dans une de mes pages, et que je viens ici chercher l'infobulle où il y a l'évolution de mes matchs, donc il faut juste que je retrouve. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai mon infobulle qui prend beaucoup plus de place et je n'ai plus ce format-là rectangulaire, carré, assez simpliste qu'on avait au préalable. J'ai une infobulle beaucoup plus grande, ce qui vous permet clairement de donner beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations dans notre infobulle. Parce qu'il faut se le dire, je ne sais pas ce que tu en pensais, Benjamin, mais alors déjà, d'une part, pour mettre en forme une infobulle dans ce petit carré-là, c'était clairement une galère sans nom parce que tout est démesuré par rapport à la taille initiale de 240 par 320. De pouvoir mettre quand même une taille un peu plus grande, plus importante, ça ouvre des opportunités qui peuvent déployer sur des dérives, mais je pense que c'est quelque chose de vraiment de nécessaire pour pouvoir exploiter encore plus la force de ces tooltips-là. Oui, absolument. Bah, écoute, tu as bien présenté ça.
Moi, un point que je voudrais ajouter, je ne sais pas si tu as prévu de le couvrir, c'est les sous-titres des tables sur Ah les oui, visuels. j'ai oublié d'en parler, exactement, exactement. Si Hop, tu ben retournes là, sur ta page 1. hop, là, je peux montrer, il y a un sous-titre là, si tu fais un Ah bah petit... parfait. comme ça me fera bien la transition juste après pour le reste. Je te laisse du coup faire la petite... Excellent. Bah, simplement pour tout le monde, si vous double-cliquez, comme Enzo l'a fait tout à l'heure sur le titre, vous arrivez au titre, vous allez voir qu'il y a des nouvelles options. Il y a une option de sous-titres. Et puis, pouvez même mettre un diviseur. Donc ça, vraiment, ça vous apporte pas mal de choses en plus. Parce que parfois, les gens se plaignaient de ça, qu'il y a juste un titre comparé à d'autres outils qu'on ne citera pas, où on pouvait déjà faire ça. Et bien là, c'est vraiment intéressant. Évidemment, vous pouvez amener, si vous êtes un super user, vous pouvez amener des mesures aussi là-dedans pour dynamiser tout ça. Donc, à tester vraiment les sous-titres, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça génial, cette fonctionnalité. Oui, parce qu'en plus, moi, là, j'ai fait quelque chose de totalement basique, donc on peut aller beaucoup plus loin. Et je sais que toi, par exemple, tu as mis, moi, j'ai juste mis la somme de mon CA sur la globalité, mais toi, tu es allé beaucoup plus loin avec des petits KPI, des petits graphiques, des petits visuels qui apparaissaient, qui montraient si les valeurs montaient, descendaient en fonction de sélection. Donc, c'est vrai que c'est super puissant. Et on peut complètement, du coup, rendre ça dynamique, comme on rend un titre dynamique. Le sous-titre, du coup, est vraiment un élément supplémentaire pour vous, pour rajouter de l'information dans vos visuels. Voilà. Donc, en effet, les sous-titres, une option super intéressante et qui vous permet de rajouter de l'information. OK. Allez. Donc, du coup, autre nouveauté, donc on a vu les fameuses infobulles, on a vu du coup le On-Object Interaction Level. Désormais, on va voir les fameux formats dynamiques. Donc, je pense pour la plupart des personnes qui sont ici, vous avez déjà eu affaire à un client qui vous dit, ben voilà, moi, je veux afficher mon visuel avec mes valeurs, etc. Donc là, j'ai l'évolution de mon chiffre d'affaires entre 2012 et 2016, entre le Canada et la France. Moi, je voudrais, à la volée, pouvoir rajouter de l'information sur ce graphique-là et faire apparaître plus ou moins de décimales pour compléter un peu mon chiffre et prendre une meilleure décision. Au préalable, avant, quand vous veniez créer un visuel, une mesure, juste ici, donc là, moi, j'ai une mesure somme CA format décimal. Quand vous spécifiez une mesure ici, vous pouviez ici définir son format, et ce format, par défaut, était statique. Ou du moins, vous pouviez le personnaliser en y appliquant, du coup, avec les dièses et les points et les virgules, un format très spécifique pour qu'il se comporte toujours de la même manière. Désormais, vous le constatez par vous-même, vous avez cette option de dynamique. Et dès lors, vous cliquez sur dynamique. Si ici, hop, je switch de mesure à format, vous voyez que vous avez un nouveau menu ici. Vous passez de mesure à format, et dès lors, vous passez à format. Vous avez ici la possibilité, vous avez une barre de formule pour pouvoir rajouter de l'information et du coup rajouter le comportement que doit adopter la mesure dès lors qu'on rencontre du coup votre information. Donc nous, dans notre cas, on a dit, écoute, ok, ce qu'on va mettre en place ici, c'est un slicer, ce que vous voyez juste là. C'est un petit slicer juste ici, où on donne le choix à l'utilisateur de choisir le nombre de décimales qu'il souhaite faire apparaître dans son graphique. Donc là, par exemple, vous avez du coup le petit slicer. Si on switch de 0 décimale à 1 décimale, hop, vous voyez que dans mon graphique, à la volée, j'ai ma valeur qui va venir se rajouter ici. Si je passe à 2, je vais avoir 2 décimales. Ici, je passe à 3, vous vous doutez, par magie, je passe à 3 décimales dès lors où je donne l'information. Voilà. Donc, cette option-là vous permet du coup de laisser le choix à l'utilisateur de la manière dont ils vont afficher les données. On tend encore une fois à aller vers ce qu'on appelle de la self-BI, où les personnes sont complètement autonomes dans la manière dont ils affichent et utilisent les données. Et cette mise en forme-là, elle est complètement simpliste et complètement basique. Elle se fait par une simple formule DAX que je vous ai montré juste là. Hop, qu'on a ici, format, qui dit, OK, donc c'est le fameux switch, qui est un if bien amélioré. On va dire, voilà, quand mon user il va sélectionner le nombre de décimales à 0, tu m'afficheras mes valeurs en entier, sans décimale. Dès lors où tu m'afficheras, où on utilisera la valeur 1, tu m'afficheras une décimale, etc., jusqu'à 2, jusqu'à 3. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a combiné la sélection via un slicer pour un utilisateur et la mise en forme de nos valeurs pour justement laisser le choix vraiment au utilisateur de pouvoir à la volée changer ces éléments. Hop, et de changer du coup la valeur de ces décimales. C'est quelque chose que là, nous, arbitrairement, on a sélectionné et on a utilisé pour juste modifier les décimales. On peut aller bien évidemment beaucoup plus loin par exemple, spécifiant la currency. Vous savez qu'au Canada, du coup, c'est le dollar canadien. En France, on est en euros. Par défaut,
Avant, on ne pouvait pas spécifier plusieurs formats, plusieurs monnaies sur une seule unique valeur. Désormais, avec cette option, c'est quelque chose qui est totalement possible. Donc, on peut le faire ensemble en direct. Imaginons que l'on souhaite désormais, en plus de ça, afficher nous en parallèle pour la France, on va afficher les euros et pour le Canada, on va afficher le dollar canadien. Comment on fait ça? On se fait une nouvelle mesure, juste ici. Hop. Cette nouvelle mesure, ça va toujours être la somme de notre CA. Donc là, on va appeler somme, hop, format currency. Ici. Très bien. Donc là, je valide la création de ma mesure. Donc là, vous voyez, je n'ai pas le petit menu mesure et format, parce qu'il faut que je passe en premier lieu sur la notion de dynamique. Dès lors que je passe sur dynamique juste ici, j'ai le petit menu qui va se rajouter, et là, je peux enfin modifier le format de ma mesure. Là, hop, moi j'ai déjà ma fonction d'axe qui est prête. Je vais dire, ben voilà, tu vas m'afficher ma mesure en ce format-là. Donc là, c'est le séparateur des milliers, le point signifie le séparateur des décimales, et en plus de ça, tu vas me concaténer les valeurs de currency. Currency étant ma monnaie. Je valide le format de ma mesure, juste ici. Voilà, donc là, ma mesure a été créée. Et si je viens utiliser du coup cette mesure-là dans le même graphique juste à côté, et que je l'affiche. Hop. Donc là, on va utiliser une nouvelle fonction, hop, juste là. Je modifie par ma nouvelle mesure. Et là, vous voyez que du coup, pour le Canada, qui est juste ici, j'ai mes valeurs qui sont affichées en dollars, et pour la France, j'ai mes valeurs qui sont affichées en euros. Ce qui veut dire que vous pouvez gérer du coup plusieurs contextes, plusieurs currencies, dans une seule et même mise en forme, dans un seul et unique format. Et on aurait pu aller encore plus loin, c'est de se dire, si du coup je veux concaténer et la mise en forme en currency et la mise en forme de mes décimales, on aurait pu tout à fait le faire aussi. Donc là, par exemple, si je veux aller plus loin dans ce graphique-là, je dis, OK, je veux laisser le choix à mes utilisateurs de choisir le nombre de décimales qu'ils font apparaître, mais je veux en plus aussi afficher la currency associée. C'est complètement possible. Le DAX est tellement puissant qu'on peut aller vraiment faire des choses super complexes et super poussées. C'est dire, OK, cette valeur-là, hop, je vais remplacer par cette formule DAX. Cette formule DAX, qu'est-ce qu'elle fait? On appelle ici une variable qui s'appelle currency, qui va venir nous récupérer la valeur de la monnaie qui est dans le contexte de ligne. Derrière, on va faire un return. C'est après une variable, on doit toujours faire un return après une variable. Et on va rappeler notre fonction switch qui va dire, OK, quand c'est non décimal, tu me fais 0, tu me fais apparaître ce format-là, et en plus, tu me rajoutes la currency associée, cumulée juste derrière. Je valide du coup cette mise en forme, et vous allez voir que désormais, dans mon graphique, j'ai la possibilité et de choisir le nombre de décimales et toujours d'avoir la bonne valeur monétaire associée à ma ligne, à mon graphique. Voilà. Donc là, c'est un exemple complètement simpliste et complètement basique qu'on vous montre aujourd'hui, mais on peut aller bien plus loin, et je pense que dans les semaines qui vont arriver, on aura encore plus d'exemples concrets d'utilisation de cette nouveauté-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benjamin, par rapport à cette mise en forme-là dynamique? Déjà, bravo pour la démo. Ça s'est bien passé. Je vois que ça fonctionne très bien. Donc, super exemple. Un autre exemple que j'ai vu passer, c'est par exemple, si vous avez des montants qui sont très différents. Parfois, c'est des millions, parfois, c'est des milliers. Vous pouvez dynamiquement venir dire, si c'est des millions, je vais les afficher en millions. Si je vais l'afficher avec un K. Des choses comme ça que j'ai vu passer qui sont très, très pertinentes pour certains rapports. Et également, vous voyez là, sur les graphiques, on affiche toutes les valeurs, mais peut-être que ce qui nous intéresse, ce serait d'afficher que la dernière valeur, ou peut-être que les 2-3 plus grandes valeurs. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois que vous savez utiliser les rangs, une fois que vous savez gérer les rangs de vos valeurs, vous pouvez aussi dynamiquement dire j'affiche ou j'affiche pas. Donc là, ça pourrait être une option supplémentaire. Mais voilà, comme vous voyez, ça vous ouvre des perspectives. Enfin, j'espère, ça vous ouvre des possibilités. Complètement. Plutôt que dire à vos utilisateurs, non, ça, qui est une réponse qu'ils n'aimeront pas forcément. Là, vous avez des nouvelles options. Moi, c'est quelque chose que je disais avant, parce que oui, on ne peut pas le faire, où il y avait des moyens très compliqués avec des formules un peu embelliquées qui permettaient de le faire, ou de la conversion de texte, etc. Mais c'est vrai que ce n'était pas la meilleure des options pour
pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc là, c'est vrai que ça nous sauve la vie. Je sais qu'il y a plein de moyens externes à Power BI pour pouvoir le faire, mais là, de l'avoir nativement et intuitivement dans Power BI, ça facilite les choses. On avait une question du coup de Amadou qui demandait comment activer l'option dynamique. Donc je vous remonte rapidement du coup en direct, mais ça se passe dans les options et paramètres de votre rapport, de votre outil Power BI Desktop. Et vous avez ici du coup les fonctionnalités en pré-version. Et vous avez du coup le chaîne de format dynamique pour les mesures, juste là, et le fameux interaction sur l'objet. Voilà. Donc c'est en couchant ces deux options-là que vous pouvez du coup accéder aux nouveautés. Pour les infobulles, ça se passe au niveau ici des paramètres de rapport dans Infobulles visuel moderne. Ça se passe à ce niveau-là. Ça ne se passe pas dans les notions de... Non, excusez-moi, c'est Tooltips Autoscale, pas les Infobulles visuel moderne. C'est Tooltips Autoscale en preview qu'il faut cocher juste ici. Voilà. Et en effet, du coup, petite question de... Tu vois que tu as répondu Benjamin, mais de Abdul Baki. En effet, la vidéo sera en replay pour que vous puissiez du coup reconsommer les informations. Voilà. Donc, en effet, bon, voilà, franchement, moi, je trouve que super nouveauté. Je pense qu'on peut faire de belles choses avec, de plein de niveaux. La puissance du DAX permet, du coup, de quasiment pas avoir de limite sur ses capacités. Donc, pareil, on vous conseille vraiment de l'utiliser. Benjamin a fait un très bon post dessus sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je trouve que c'est hyper clair. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller consommer l'information. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut passer du coup à la dernière nouveauté, qui est la modification du schéma relationnel en temps réel. Hop, et on va pouvoir du coup passer directement sur Power BI Services. Tac, allez, super. Donc là, vous voyez, je me retrouve, donc j'ai quitté Power BI Desktop, bon, il apparaît toujours ici, hein, mais j'ai quitté le monde local de mon PC, et je me retrouve désormais du coup sur mon environnement en mode web. Donc là, je suis vraiment connecté à apppowerbi.com juste ici, qui me permet de connecter à mon environnement clanique et au service Power BI. Et je suis du coup dans le fameux Workspace Tech Live Power BI du 27 avril 2023. Et on retrouve ici notre beau jeu de données et notre rapport qu'on a créé préalablement. Et désormais, on a la possibilité depuis le Power BI Services, avec le petit bouton ici, de venir ouvrir le modèle de données. Cette option, par défaut, ouvrir un modèle de données, elle est grisée si vous n'avez pas coché l'option juste ici dans Options avancées, que vous n'avez pas coché l'option ici. Les utilisateurs peuvent modifier des modèles de données dans le service Power BI. Attention, encore une fois, on est en préversion. Donc, si je décoche l'option, vous allez voir que juste ici, je ne peux plus ouvrir le modèle de données. Donc, en termes de contrôle de l'accès à la nouveauté et à accès à cette fonctionnalité-là, ça se gère du coup depuis les paramètres de votre espace de travail. Donc, l'espace de travail où est stocké votre jeu de données. Sachant que si vous activez l'option sur ce workspace-là, vous devez aussi l'activer sur les autres workspaces si vous voulez que tous les workspaces soient au même niveau de fonctionnalité. Voilà, c'est quelque chose qui se fait unitairement par espace de travail. Donc nous, on va le réactiver pour, bien évidemment, la démonstration. Et quand on clique sur « Ouvrir le modèle de données », eh bien, on se retrouve exactement dans la même vue que l'on a dans Power BI Desktop. Donc là, vous voyez, je suis en mode web. Si je repasse en Power BI Desktop ici, dans la vue à gauche, dans la vue de modèle, je retrouve mon modèle qui est structuré de cette manière-là. Si je repasse en mode web, je retrouve exactement le même modèle. Donc attention, petit disclaimer et petite information que Microsoft nous spécifie. Attention, les changements que vous allez effectuer sont définitifs et sont surtout sauvegardés automatiquement. Ce qui veut dire que si là, vous venez supprimer ici une colonne nombre décimal, vous le supprimez pour l'ensemble du jeu de données et l'ensemble des éléments qui utilisent cette colonne-là. Donc, très attention, s'il vous plaît, avec ça. Ne faites pas tout n'importe quoi, parce que du coup, c'est permanent. Ou alors, si vous voulez vous amuser avec, téléchargez en local votre jeu de données et le rapport associé pour avoir au moins une sauvegarde au cas où viable de votre élément. Et depuis du coup se modifier du coup le jeu de données, eh bien, on retrouve exactement les mêmes notions. Vous allez pouvoir gérer ici les relations entre vos tables, modifier ou supprimer ou désactiver une relation, modifier sa cardinalité ou le sens de son filtrage. Donc là, on est vraiment sur des notions de comment j'organise mon schéma relationnel, quelles sont les tables qui sont liées entre elles. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin, surtout, c'est que désormais, depuis ce visuel-là, vous pouvez venir rajouter de l'information. Donc, imaginons, vous avez un utilisateur qui vous dit super, Benjamin, s'il te plaît, rajoute-moi juste un petit min de mon chiffre d'affaires. Fais-moi une mesure qui me récupère le chiffre d'affaires minimum dans mon rapport Power BI. Auparavant, la seule solution que tu avais, si tu étais sur un jeu de données
simpliste basique. Tu devais télécharger le rapport avec le jeu de données, modifier le rapport, ou du moins modifier le jeu de données, et republier sur Power BI Services les éléments. Désormais, si on a juste besoin de rajouter une petite mesure, une petite colonne, depuis ici, donc les données, vous faites un clic droit, nouvelle mesure, et à partir de là, vous pouvez rajouter à la volée, ici, hop, le min, etc. Et comme vous le feriez en Power BI Desktop, vous pouvez hop, créer votre mesure à la volée, et vous pouvez hop, le modifier, et du moins rajouter l'information. Donc là, pareil, il y a aussi l'option dynamique, juste ici. Donc vous pouvez aussi utiliser la nouveauté dans la nouveauté. Donc ça, c'est super. On peut aller aussi très loin dans cette modification-là en ligne de vos schémas relationnels. Donc là, vous voyez, j'ai pas de bouton de retour en arrière, retour en avant. J'ai pas de bouton de sauvegarde. Tout se fait en automatique, ce qui veut dire que mon min.ca, qui est juste là, si je retourne dans mon espace de travail et que je vais dans mon fichier Power BI, de mon rapport Power BI, et que je viens modifier ce rapport Power BI là pour rajouter mon min, par exemple, je vais l'avoir juste ici, hop, pardon, je vais l'avoir juste là, il apparaît en automatique, et je peux le faire glisser et déposer dans un KPI pour avoir l'information, par exemple. Donc là, tout s'est fait depuis le mode web, tout s'est fait depuis l'espace de travail, tout s'est fait depuis le jeu de données qui est stocké en ligne, et je n'ai aucun impact sur ce qui est stocké moi en local sur mon poste. Tant que je n'ai pas de lien, bien sûr, logique entre les deux éléments, je n'ai pas du coup de modification moi de ce que j'ai en local. Donc clairement, un gain de temps entre je publie, je télécharge, je republie. J'ai plus cette notion de versionning là qui est impactée. Voilà. Donc je pense une belle nouveauté pour les administrateurs et pour les développeurs aguerris de Power BI qui vont, je pense, gagner beaucoup de temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin. Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que ça pose aussi des questions de comment on travaille en tant qu'équipe, de pouvoir, voilà, où est-ce qu'on fait les modifications, etc. Je pense que l'histoire, elle fait que débuter là. C'est pas encore hyper clair pour moi comment on va l'utiliser, donc on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis je pense qu'on peut en rediscuter de ce point-là. Oui, complètement. Donc là, pareil, hein, attention, on est en préversion. Donc le comportement en préversion, ça veut dire que parfois, il peut pas être super stable, on peut rencontrer des problématiques, des bugs, etc. Donc voilà, ne l'utilisez pas en prod sur votre tenant de prod ou un workspace qui est vraiment hyper utilisé. Utilisez plutôt vraiment sur votre poste, sur votre environnement personnel ou du moins sur un espace de travail dédié au dev. Voilà. Oui, absolument. Autant, je pense, les nouveautés qu'on vous a présentées avant, je pense que vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à expérimenter. Autant celle-ci semble un tout petit peu plus tricky, si je puis dire. Complètement. C'est plus expérimental, on va dire. Complètement. Moi, je pense qu'ils ont quand même pour vocation à vouloir aller un peu plus loin en mode web pour Power BI. C'est un peu la première step vers on va sur du full web, qu'est-ce que ça peut faire, comment on peut le gérer, comment ça fonctionne. Donc voilà, après il y aura bien sûr d'autres problématiques techniques qui rentreront en jeu, mais c'est déjà une première étape qui peut du coup faire gagner quand même beaucoup de temps aux administrateurs et comme tu disais Benjamin, aux personnes surtout qui sont aguerries au sujet. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ce sujet. Tac. On a une question de Amadou qui demande est-ce qu'on a un impact sur l'environnement si on l'active? Donc le seul impact qu'il y a, c'est l'impact sur l'espace de travail. Donc si vous activez l'option sur l'espace de travail, tous les jeux de données, tant que vous avez les droits pour le faire, vous pouvez les modifier. Voilà. Donc bien sûr que les personnes qui ont pour rôle d'accès les visionneurs ou les membres, par exemple, ne peuvent pas modifier ces jeux de données. Donc après, il n'y a pas d'impact global sur le réseau environnement. Après, voilà, attention, si vous modifiez un jeu de données qui alimente 25 rapports ou une application ou un tableau de bord, bien évidemment que toutes les applications jeux de données, enfin, toutes les applications tableau de bord et rapports qui sont liées à ce jeu de données-là auront aussi l'impact. Voilà. Ah, ben, il y a une question d'actualité qui me parle bien. Donc, je n'ai pas le nom et prénom de la personne, mais on demande que peut-on imaginer pour l'avenir de Power BI? Pourrait-on imaginer l'apport d'une IA spécialisée? Hashtag ChatGPT. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin, toi, de ça? Pour ceux qui connaissent, il y a déjà un tout petit peu de ça dans les mesures où on peut demander généralement une mesure qui fait ceci, qui fait cela. Et voilà, je pense que je suis convaincu, et toi aussi, que ça va arriver. Je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Comment on peut dire, voilà, faire un prompt, quoi, c'est-à-dire faire une demande, fais-moi un rapport qui fait ceci, qui fait cela,
Et puis, il va te générer le rapport. Je pense qu'on va avoir des outils dans ce genre-là. Je suppose qu'on va avoir des outils dans ce genre-là dans les prochains mois, prochainement. Ouais, moi aussi, je pense que c'est quelque chose voilà, qui. L'IA de base a toujours été. Voilà, après, il ne faut pas non plus imaginer ça comme quelque chose de mystique, etc. L'IA reste quand même de la donnée malgré tout derrière avec des algos par-dessus qui vous donnent de l'information. Mais voilà, en effet, je pense que l'IA est tellement liée à la data, et du coup, par définition, l'IA Power BI, que tôt ou tard, on a quelque chose qui va être implémenté nativement dans Power BI. J'ai déjà vu des choses passer avec ChatGPT et Excel, où on peut avoir via du VBA, des plugins, directement un prompt ChatGPT dans son fichier Excel pour rajouter de la donnée, de l'information. Donc voilà, en effet, je pense que tu as totalement raison, je te rejoins Benjamin. On aura plus tard des prompts dans Power BI avec un jeu de données qui est propre, bien sûr, et qui est préparé. Une prompt, voilà, affiche-moi mon évolution de CA divisée par tant de valeurs sur une moyenne pondérée, peu importe, et ça vous ressortira les values au bon format avec les bonnes valeurs. Donc bon, de toute façon, je pense que dans tous les cas, l'IA ne sera pertinente que si la donnée en amont, elle est préparée, elle est propre. Parce que voilà, dans tous les cas, l'IA a besoin de s'appuyer sur une donnée qui est qualitative. Et si votre donnée n'est pas qualitative, bien évidemment qu'il n'y aura pas d'intérêt du coup à l'utiliser. Mais je pense que tôt ou tard, en effet, dans les semaines qui arrivent, on aura de l'IA dans nos rapports Power BI. Disons que je pense que ça va aider, dans une première vague, ça va aider les gens qui connaissent bien Power BI à faire leur travail beaucoup plus vite, à mon avis. Parce que quelqu'un qui est débutant et qui dit généralement un rapport puis qui ne sait pas quoi faire après, je ne suis pas sûr que ça va être vraiment très utile. Mais je pense que dans un premier temps, ça va nous aider à gérer des choses un petit peu plus difficiles aujourd'hui. Par exemple, peut-être du DAX, typiquement ce qu'ils sont en train de faire sur DAX. Parfois, DAX, ce n'est pas qu'on ne connaît pas DAX, c'est juste que ça nous prend beaucoup de ressources cerveau pour écrire certains codes DAX. Alors que ChatGPT, on voit qu'il sait le faire sur certaines mesures de base, mais il ne faut pas non plus trop le challenger. Donc, c'est sûr qu'ils vont entraîner une version, je suppose, ils vont entraîner une version pour Power BI. Complètement. Super. Bon, n'hésitez pas à donner votre avis. Et du coup, je pense qu'on arrive sur la fin de notre live. Ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Ouais, exact. Avant de clôturer, du coup, j'ai un petit teasing, petite annonce à vous faire par rapport à la suite. Que Benjamin, on refera sûrement des lives tous les deux dans un contexte, peu importe chez Benjamin ou chez Glanic ou Campus. Mais du coup, pour vous remercier de votre fidélité, de votre suivi, etc. Je sais qu'on me suit de plus en plus sur les réseaux, on suit de plus en plus Glanic, Campus, on est de plus en plus nombreux. On travaille beaucoup en collaboration avec Benjamin, etc. On fait de plus en plus de choses. Pour vous remercier, on va lancer bientôt un petit concours sur les pages du coup de Glanic, Campus et sur mon LinkedIn directement pour vous faire gagner une certification Microsoft. Donc, on est en train de définir les modalités d'accès à cette certification-là. Et dans l'idée, restez connectés sur les réseaux, sur les pages campus, Glanic et mon LinkedIn, du coup. Ça arrivera très, très rapidement dans la semaine prochaine ou semaine d'après. Voilà, on vous proposera tout simplement de gagner une certification de Microsoft à hauteur de 100 €. Donc, ça vous permet de passer une certification sur la Z900, la BP900, la Power Platform, les bases de la Power Platform, par exemple. Donc, un petit coup de boost, comme aime le dire Benjamin à chaque fois dans notre carrière, qui vous sera offert par Glanic et Campus et moi-même. Donc voilà, restez connectés. En tout cas, Benjamin, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour cette intervention de qualité et nos échanges. C'était super sympa, comme d'habitude. Merci à toi. Écoute, avec grand plaisir, Enzo. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler ça. Et puis, faites-nous un petit feedback. Je vois qu'il y a encore du monde dans la salle. Faites-nous un petit feedback sur cette présentation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous voulez qu'on en refasse une sur les prochaines nouveautés? Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Laurent. Merci à Puis Madou. suivez-nous. Suivez-nous si ce n'est pas encore fait. Allez sur la page d'Enzo, sur ma page. Allez nous suivre, s'il vous plaît, parce qu'on partage quand même assez régulièrement sur ce sujet qui nous passionne tous. On essaye du moins. Super. Merci Jessica, merci pour ta présence. Merci Aftida, super. Bon, écoutez, merci tout le monde en tout cas, merci beaucoup. On espère que vous avez apprécié. On va renouveler ça, je pense, très rapidement avec Benjamin. Merci Benjamin pour ta présence. Je te souhaite du coup bon appétit à toi qui... c'est 13h chez toi, donc bon appétit. Ouais. Et pour nos amis francophones, du coup, bonne fin de journée, bon début de soirée. Et je vous dis du coup à bientôt. Merci tout le monde. Yes, merci Enzo, salut.